située dans le 5e arrondissement de Paris. Elle est reconnue pour son engagement dans l'éducation et son combat contre les préjugés, notamment ceux liés au racisme et à la misogynie. Originaire du Mali, elle a suivi un parcours remarquable qui l'a menée à devenir la première femme noire africaine à occuper un poste de proviseur dans un lycée parisien. Je m'appelle Emma Louisa Yerbe, je suis étudiante à l'école du Verre de Paris, lycée Lucas de Neuilly depuis 5 ans maintenant. C'est une femme engagée qui se bat pour ses élèves, pour les métiers et pour l'éducation nationale de manière générale. Avant d'atteindre cette position, elle a commencé sa carrière comme surveillante, puis conseillère principale d'éducation CPE, avant d'être nommée proviseure en 2012. Maï Traoré est également autrice de plusieurs ouvrages, dont « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme », où elle raconte son parcours et les obstacles qu'elle a surmontés. Elle a aussi publié « Moi proviseur », journal impertinent d'une chef d'établissement combative qui offre un regard sur son métier et les défis qu'elle rencontre au quotidien. Son approche éducative repose sur une discipline stricte mais bienveillante. Elle veille à ce que les élèves se lèvent lorsqu'elle entre en classe et insiste sur le respect mutuel. Son engagement dépasse les murs de son établissement puisqu'elle participe à des débats et des émissions pour sensibiliser sur les questions d'éducation et d'inclusion. Une femme inspirante qui, malgré les obstacles, continue de défendre une éducation juste et équitable pour tous. Téléspectateurs de ORTM1, rebonjour. Alors comme je vous l'avais dit au début de cette émission, et vous avez vu dans le reportage avec qui nous sommes aujourd'hui. Et comme je vous avais dit, c'est une femme de conviction. C'est une éducatrice engagée, une écrivaine audacieuse. Elle est la première femme noire, je me permets, noire, proviseur d'un lycée français, le lycée Lucas de Neuilly, dans le 5e arrondissement. Bonjour Maï Traoré. Bonjour. Alors, on est au Mali ici. Bienvenue dans la galerie d'art de Bogoladia Création. Oui. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci infiniment pour l'invitation. C'est un honneur d'être là et d'être entouré de toutes ces créations qui symbolisent notre savoir-faire, notre patrimoine culturel. C'est fantastique. Ma première question, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la carrière de proviseur? Comment décririez-vous votre évolution professionnelle? Quel a été le déclic et de votre engagement et de vos débuts dans l'éducation? L'ambition d'abord pour l'école. Pourquoi l'éducation? Ça aurait pu être dans un autre domaine. Oui, mais parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que l'école permet tout. Grâce à l'école, on peut tout faire. Par l'école, on peut tout réaliser. Et donc je crois fondamentalement et profondément à l'école, en ses valeurs, en ses combats et à ses engagements, et surtout à cette transmission du maître vers l'enfant, vers l'élève, à la découverte et à l'éveil des apprentissages. C'est quelque chose de tellement précieux pour moi que je ne peux pas le dire autrement. Je pense être une amoureuse de l'école. Vous êtes une passionnée de l'école, ça se voit. Une passionnée, une amoureuse. Absolument. Mais le relief fait. Alors, vous êtes proviseur aujourd'hui. Vous avez parcouru un long chemin. Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien en tant que chef d'établissement? Les parents, les enfants, les collègues, dites-moi tout. L'administration et tout le reste. Les défis sont nombreux. Les défis, c'est d'abord, est-ce que dans une journée d'école, on arrive à faire tout ce qu'on a envie de faire? On arrive à résoudre toutes les difficultés, toutes les problématiques? Est-ce que surtout, on arrive à mettre l'élève face à des apprentissages dans lesquels il va se révéler, il va se découvrir et il va
éclore les talents qui résident en lui, dont lui-même ignore souvent qu'il a des talents. Donc je pense que il faut pas regarder l'école avec tous ses défis, il faut juste se retrousser les manches, comme chez nous, à Marat de Lokiba, on enlève le boubou, on retrousse les pagnes, on embête avec les grandes pièceries et on avance, d'où ma tenue de combattante, parce que ce lieu merveilleux qu'est l'école, depuis l'école fondamentale jusqu'au lycée ou jusqu'aux universités, mérite entièrement qu'on s'y consacre avec passion et pas dans l'à peu près. C'est ce qui vous a certainement encouragé à motiver, on va dire, à écrire votre livre, Moi, proviseur. Chers téléspectateurs, elle a écrit 2 livres, comme je vous avais dit. J'ai quelques extraits. Un jeune de 13 ans, considéré comme irrécupérable, trouve enfin sa voie. Ce jour-là, j'ai compris que l'éducation pouvait être une seconde chance, même pour ceux que l'on croit perdus. Absolument. Quand les parcours de vie sont douloureux, des parcours sont entachés de difficultés d'ordre social, financier, économique, humaine, la perte d'un parent, les déménagements, des dépassements, la peine qu'on peut avoir. C'est vrai que tout ça, ça joue sur l'éducation des enfants. Bien évidemment, ça empêche. Et l'école se doit d'être justement en réceptacle de ces difficultés, d'y apporter des solutions qui permettraient aux jeunes de trouver l'essence, l'énergie, l'oxygène, je dirais, pour pouvoir justement se dire, allez, je peux m'appuyer sur un tel, je peux augmenter un peu mes capacités, j'aurai toujours quelqu'un sur lequel je peux poser ma tête, une épaule, un bras, qui va m'aider à me... Voilà. Une forme de solidarité aussi, qui doit être au sein de l'école. Elle a tous les mots de motivation. Absolument. Vous avez remarqué? Alors, je cite encore un extrait de votre livre, 2 extraits de votre livre. Quand un père exige de dicter l'ordre du jour d'un conseil de classe, je me demande, qui dirige vraiment l'école? L'autorité éducative doit-elle céder face aux pressions extérieures? 2e extrait. Les élèves bloquent l'établissement et diffusent chaque incident en direct. L'éducation est-elle devenue un spectacle ou bien est-ce le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se faire entendre? Comment gérez-vous les parents qui s'imposent et comment gérez-vous ces élèves qui ne veulent pas rentrer dans la discipline? On travaille ensemble, on ne travaille pas contre. Tout à l'heure, on parlait des défis de l'école. Les réseaux sociaux sont un défi majeur pour notre école. Alors, je précise pour vos auditeurs et auditrices du continent Afrique et de Bamako que dans l'ouvrage, je parle spécifiquement des établissements français, c'est-à-dire de l'école française et donc du lycée français pour ce qui est des blocus, sur ce qui est du parent intrusif, invasif, qui essaye de prendre un petit peu la place du chef d'établissement. Lorsqu'on est chef d'établissement, on se doit de garder sa position, sa place. Comment faites-vous pour vous faire entendre? Par le dialogue, par la parole, par la discussion, par l'échange, par aussi la confiance qui ne se décrète pas, mais qui se travaille, qui se mesure au quotidien dans les relations que nous pouvons avoir au sein de l'école, avec les familles, avec l'élève, avec les équipes, pour amener cette forme de sérénité, cette forme de discussion qui doit être une discussion ouverte, mais en même temps qui ne s'éternise pas, parce qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut décider, et je suis là pour décider. C'est magnifique. Il paraît qu'un c'est quelqu'un qui dirige une école peut diriger un pays. Est-ce vrai? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'un établissement scolaire, notamment lorsque, comme mon lycée, qui est un grand lycée polyvalent, puisqu'on a des formations du bac-3 au bac+3 avec des élèves de 15 à 55 ans. Donc, dans ce panel-là, j'ai comme l'habitude de dire que c'est comme diriger un petit gouvernement, un petit Matignon, hein, voilà, parce que vous avez de tout. Vous avez effectivement des équipes, la communauté scolaire, et bien évidemment, il faut mettre tout ça en synergie, mettre tout ça en musique, faire en sorte qu'il y ait une forme de
De symbiose. Comment? De symbiose. De symbiose et harmonieuse. C'est-à-dire qu'il faut que chacun trouve sa place, mais il faut qu'il y ait voilà, un travail d'ensemble. Donc un chef d'établissement, c'est souvent un chef d'orchestre aussi. Je me réjouis tous les matins de me dire que j'ai eu beaucoup de chance d'être née sur le sol malien, donc d'être née à Bamako. Et c'est une forme de fierté. Vous êtes la première femme noire proviseure à Paris. Et quand je dis cette phrase-là, je fais... Comment avez-vous surmonté les préjugés, les micro-agressions dans votre parcours professionnel? Je sais que moi, je suis certaine qu'il y en a eu. Mais comment avez-vous dépassé tout ça? Alors, on en a tous, hein. Vous, dans votre métier de journaliste, femme, vous êtes genrée, tout de suite vous êtes étiquetée. Alors, je n'aime pas du tout le terme première femme d'origine africaine à occuper un poste de proviseur dans l'Académie de Paris. Il se trouve que dans le premier livre, publié aux éditions Robert Laffont, il y avait un journaliste, Frédéric Béquin, avec lequel j'ai travaillé, qui s'était renseigné, il avait mené une petite enquête pour vérifier effectivement s'il y avait eu d'autres femmes d'origine africaine, pas antillaises ou autres, hein, mais africaines sur le continent, à exercer les fonctions et les missions de proviseur dans l'Académie de Paris. Et puis voilà. Mais je ne désespère pas d'être la première et unique. J'espère vraiment ouvrir le champ des possibles pour qu'il y en ait d'autres. Ça, c'est mon souhait le plus absolu. C'est une fierté. C'est mon souhait le plus absolu parce que être unique, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Et il faut surtout ouvrir le chemin. Justement, en ouvrant le chemin, oui. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes femmes? Je reviendrai encore sur la couleur, de couleur. Oui, oui, noire, femme comme noire, vous, comme moi, qui aspire à des postes de responsabilité dans l'éducation française. Eh bien, de s'autoriser. Je veux dire à toutes les jeunes filles, et c'est ça aussi le message fort que je porte, outre la défense de l'école, c'est de dire à toutes les jeunes filles, crois en toi et n'autorise personne, qui que ce soit, à douter et à te dire que tu n'y arriveras pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une jeune fille ne se doit pas de s'auto-censurer, ne doit pas s'auto-censurer, parce qu'il faut être poli, il faut être respectueuse et il faut écouter. Celui qui donne les conseils, celui qui donne les leçons, ben, c'est pas sa vie. En effet. C'est ta vie. C'est vrai. Et si ta vie, tu as envie de la mener dans cette direction qui te plaît et qui te permet, toi, de te réaliser et de t'accomplir en étant à la fois la fille de tes parents, la sœur ou la petite sœur ou grande sœur de ta fratrie, d'appartenir à la communauté, musulmane ou pas, catholique ou pas, juive ou pas, d'être ce que tu es, donc d'être dans cette communauté, de la respecter, d'avancer avec, mais qu'elle te respecte. Chers téléspectateurs de ORTM1, vous venez de nous prendre en masse, c'est votre émission Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes, avec les femmes. Le 27e numéro, nous sommes avec Madame la proviseure, Maï Traoré. Nous sommes à Paris. Maintenant, je vous invite à regarder, vous savez, Madame la proviseure, nous avons fait des enquêtes. Nous avons fait une enquête autour de vous, et nous sommes tombés sur une personne qui vous admire également, qui est dans votre arrondissement. Je vous propose de regarder d'abord et ensuite on va commenter après. Alors c'est un témoignage sur Madame la proviseure que je vous invite de regarder et c'est pas fait par n'importe qui. À tout de suite. Marie Traoré est une proviseure qui est très très investie sur un lycée d'enseignement professionnel important, qui est un enseignement de référence en France, évidemment plus particulièrement à Paris et dans l'arrondissement dont je suis maire, le 5e en plein cœur du quartier latin, un lycée qui est destiné au métier du verre et dans un spectre très large puisque vous y avez des CAP, mais vous y avez aussi de la formation continue, vous y avez des BTS. Et son investissement est marqué à la fois par un très haut degré d'exigence pour porter les élèves au plus haut, mais aussi pour ouvrir l'établissement dont elle est proviseure sur l'extérieur. Et ça, c'est une sacrée gageure. Elle ne perd pas une occasion de mettre cet établissement
en lumière, et c'est bien et c'est bon. Et c'est bon parce que moi je vois des élèves qui sont fiers de leur établissement, des professeurs qui sont fiers de leur établissement. Et nous avons monté ensemble de nombreux partenariats. Quand j'ai créé une résidence d'artistes dans ma mairie, je suis le seul arrondissement à avoir une résidence d'artistes dans ma mairie, devant le Panthéon. Eh bien, une des toutes premières classes qui est venue participer à cette résidence d'artistes pour suivre des ateliers artistiques, c'était une classe du lycée Lucas de Neuilly. Un sujet de fierté. Nous avons beaucoup de femmes proviseurs ou principaux, et c'est bien. Elles ont montré qu'elles avaient, je dirais, des qualités toutes particulières pour être chef d'établissement, et c'est le cas tout particulièrement de Maï Traoré. Maïa Traoré a trois qualités particulières. Il y a un enthousiasme très communicatif, et ça c'est important. Il y a une énorme capacité de travail chez Maï, et puis il y a aussi une empathie. Et pour diriger un établissement comme le lycée Lucas de Neuilly, eh bien je pense que l'empathie, elle est extrêmement importante. Elle est importante pour la communauté éducative qui travaille avec elle. Elle est importante évidemment pour les élèves qui sont accueillis dans ce lycée. Vous l'avez bien compris que c'était Madame la maire du 5e arrondissement, Madame Florence Berthoud, qui a beaucoup d'admiration pour vous, Madame la proviseure. Ah ben écoutez, merci beaucoup. Votre lycée est dans son arrondissement. Absolument. Et elle fait beaucoup de choses aussi pour le lycée. Que pensez-vous de son témoignage? Écoutez, déjà, moi quand j'arrive pour faire mes études en France, je m'inscris à la Sorbonne, à Paris 4, qui se trouve dans le 5e arrondissement. Quelques années après, je suis nommée proviseur d'un établissement spécifique, professionnel et très technique sur les métiers de la main, du verre, dans ce même arrondissement. Et comme je connais l'arrondissement, je lis tout de suite contact avec la mairie. Il se trouve que c'est Madame la maire qui venait d'être élue. On est en septembre 2020. Et elle est donc en place, elle est maire, et donc en tant que proviseur, on prend attache avec la mairie pour pouvoir organiser des partenariats, des échanges, des événements, notamment la remise des diplômes. Je délocalise, on va remettre les diplômes du bac, les diplômes de fin d'études au sein de la mairie, donc on me met en place une salle. On va fêter le 8 mars, parce que moi j'ai un très beau souvenir de 8 mars au Mali, où j'avais mes tantes, mes mamans, mes tatas qui avaient les pagnes aux couleurs du 8 mars. Eh bien, on va festoyer le 8 mars chaque année au sein de la mairie du 5e. On va également emprunter les urnes et les isoloirs pour travailler sur la citoyenneté, le développement des jeunes à la citoyenneté dans la ville où ils habitent, etc. dans le 5. Et donc, de là va se nouer une véritable relation de partenariat, mais de confiance aussi, dans le respect de nos missions réciproques, mairie, politique, éducatif pour la mairie, il n'y a pas de mélange, mais il y a quand même une véritable relation qui nous permet d'avancer ensemble au bénéfice de nos élèves. Donc, merci à elle pour ce témoignage. Quels sont vos souvenirs des écoles primaires au Mali? Oh là là, merveilleux souvenir de l'école de Koulikoro, où j'ai fait une partie de ma scolarité très très jeune, à 6-7 ans. Et je me souviens de cette école, grande cour, les salles de classe en enfilade, sans porte, sans fenêtre, avec un puits, de quoi faire la cour de récréation, un terrain de foot, jouer pieds nus, courir dans la poussière. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez aimé? Alors, j'ai tout aimé à Koulikoro. Les deux. Alors, ce que j'ai pas aimé, je vais venir. Mais d'abord, ce que j'ai aimé, c'est une scolarité malienne riche en bienfaisance, en bienveillance et en humanité.
Je me souviens que petit, l'école nous nourrissait. L'école nous nourrissait à la fois de manière à manger et intellectuellement. C'est-à-dire qu'on avait le matin froufrou et puis un peu de lait chaud. Le froufrou, c'est les galettes de sémoule de mil. C'est ça. Parfois c'est sucré. C'est ça. Il y a les monis aussi. Non, on n'avait pas de monis, mais froufrou. On avait un petit bout de pain chaud, du lait chaud, un petit bol de lait chaud. C'est l'école qui Et c'est l'école, bien sûr, c'était la direction de l'école, tous les matins, qui versait, et on faisait la queue, on avait notre petit bol de lait chaud, et froufrou. Donc ça, c'est une image marquante. Ouais. C'est très fort, ça. C'est l'école malienne que moi je veux. Ouais. C'est ça, cette école malienne. Et c'est cette école malienne-là qui a conduit aussi que je deviens proviseur plus tard et que je reste dans l'école. Parce qu'elle a commencé par me nourrir. Et ce n'est pas tout, vous avez fait des débuts dans le journalisme. Un petit peu. Alors, partagez. Par les radios libres à l'époque, par les radios libres. Mais vous m'aviez demandé qu'est-ce qui m'a déplu dans l'école malienne. J'ai une petite enfance, donc le fondamental. Le premier cycle fondamental, cycle 1 et cycle 2, j'ai adoré et je me sentais portée par tout un système éducatif géré par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne aux écoles les moyens de former, qui forme les enseignants pour ensuite enseigner à ses enfants, les enfants de la nation. Ça, c'est pas des vains mots. Et c'est ça qui est important. Il faut que la nation, l'école, puisse être portée par la République. Ensuite, ce qui m'a déplu, c'est plus tard, au niveau du parti primaire, c'est-à-dire lorsqu'on est avant d'entrer en lycée, cette phase un petit peu sombre, où je découvre une forme de violence corporelle qui existait à mon époque, qui n'existe plus, je crois. Maintenant. Non, ça n'existe plus. Voilà, et je m'en réjouis, je me félicite. Ou lorsque on n'avait pas de bonnes notes, on était frappé. On avait des coups et règles, etc. Ça, c'est une partie que j'ai complètement... J'ai connu ça en même temps que vous. Oui, on était frappé à l'école si on n'avait pas de bonnes notes. Et quand on arrive à la maison, on était refrappé parce qu'on avait mal travaillé ou qu'on avait été osé se plaindre. Donc, il y avait double punition. Voilà. Maintenant, moi, l'école malienne, je garde ce souvenir qui est très précieux et qui m'a porté, qui m'a nourri, à la fois intellectuellement et aussi de manière nourricière. Et je pense que ça gagnerait qu'on remette ça. Parlez-nous de vos débuts de journaliste. Oh J'ai entendu dire que vous aviez même fait vous avez travaillé avec Djamana? Oui, les éditions Djamana à Bamako, oui. Vous étiez sur des... Je les salue d'ailleurs, les anciens. Qu'est-ce que vous faisiez à Djamana? Eh bien, écoutez, en fait, au début des années 91, il y a eu l'avènement des radios libres à Bamako. Oui, après 91. Après 91, oui. Tout à fait. Oui. Et donc, il y avait la deuxième radio libre et la première privée qui est la Radio Liberté. Je voudrais rendre hommage à son fondateur, l'ami Samori Touré, qui nous a quittés. Qui nous a quittés, paix à son âme. Paix à son âme. J'ai démarré avec lui, il m'a donné ma chance. J'avais 16 ans et on animait une petite émission à même le micro ouvert. Samori Touré est un visionnaire. Hein. Absolument, dire, oui. avec Sampi, et on était un petit duo. Un clin d'œil à vous, Monsieur Sampi, si vous nous regardez sur ORTM 1, il est toujours au devant de toutes les scènes. Bon, nous avons démarré ensemble à 16 ans par des petites émissions, et les éditions Djamana à l'époque, par l'excellent Tchegumboué Maïga, qui a une plume absolument fabuleuse en tant que journaliste malien, très réputé, très connu sur le continent. En tout cas, on devrait le saluer à mon sens encore plus. Allez-y. Tchegumboué Maïga, pour moi, c'est un homme merveilleux, c'est un talent. C'est un journaliste extrêmement talentueux. Bali Idrissa Sissoko également, que j'ai connu à ce moment-là, qui est sur la chaîne RTL. Bali Idrissa Sissoko, que dire de Bali Idrissa Sissoko? Que du bien. Un homme tellement merveilleux, absolument. un homme qui a bon cœur. Absolument. Alors, il faudrait dans ce cas qu'on cite tout le monde, parce qu'on va faire des jaloux. Donc, on va citer tous les hommes et femmes merveilleux. Mais je revenais juste sur mes débuts à Djamana, où je voulais effectivement devenir journaliste pour Canard
canarder, comme je disais, les hommes politiques en direct à la télé afin de les amener. Canarder. J'aime bien le mot. C'est-à-dire les amener un peu dans leur retranchement, c'est-à-dire aller un peu au devant de ce qu'ils doivent faire dans leur mission, dans leurs attitudes et surtout construire le pays. Quels sont les plus grands défis du système éducatif malien, selon vous? Oh là 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 là, ils sont nombreux. En mars 2024, il y a eu les états généraux pour la refondation de notre école, du système éducatif malien. Il y a eu 149 pages de compte-rendu d'un rapport qui a été remis aux autorités avec des préconisations, avec des pistes de réflexion qui sont issues des consultations qui ont eu lieu à la fois sur le territoire malien, à Bamako et ailleurs, dans les autres villes, et aussi au niveau de la diaspora, des diasporas, je veux dire. En tout cas, sur Paris, ici, j'ai eu la chance de participer à quelques rencontres au niveau du consulat, parce que vous savez bien que c'est un sujet qui m'importe et qui me tient à cœur. Et au niveau de ces préconisations, on retient qu'il faut commencer par la base. L'école fondamentale, le cycle fondamental, cycle 1 et 2, je viens de le dire, ça vous consolide, ça vous structure et ça vous forme toute une nation, toute une jeunesse. En effet. Et là-dessus, il faut que l'État, il faut que les autorités, il faut que les décideurs se donnent véritablement les moyens d'investir sur cette base-là. Et ensuite, bien évidemment, comme on aime bien bâtir au Mali, de progresser petit à petit. Quels sont les secteurs qu'on doit promouvoir au Mali pour la jeunesse? Alors, les formations techniques manquent. Selon vous, ça veut dire que ce sont les secteurs qui sont à promouvoir? Ce sont des secteurs qu'il faut investiguer absolument, qui sont à promouvoir, parce qu'ils sont absents. Lesquels? Tout ce qui est formation technique sur les métiers manuels, par exemple. Nous savons faire énormément de choses, le bogolan, mais nous n'avons pas d'apprentissage de transmission du bogolan. On a des apprentissages, mais c'est vrai qu'on n'a pas une école. Pas par l'école. Oui, on pourrait créer une école du bogolan. L'année 2025 est déclarée année de la culture, puisque là, le Mali est riche. Nous sommes tellement riches de cette culture que nous pouvons en fait décliner tout ce que nous avons. Par exemple, les tisserands. On sait faire le tissu, mais il n'y a pas une école de transmission de l'apprentissage. La vannerie pour faire tous nos objets. Le bois que nous avons pour faire tous nos masques et toutes nos sculptures. Il n'y a pas d'école? Il n'y a pas d'école partenaire avec les entreprises. Il y a l'artisanat, il y a les savoir-faire, mais il n'y a pas une école adossée publique qui permettrait de faire une semaine de formation à l'école, une semaine d'apprentissage chez un artisan. Nous avons l'INA. Oui, mais je parle des écoles avant, c'est-à-dire à partir déjà du seconde, première et terminale de lycée. Ah oui, donc c'est de ça. Alors, professionnel d'apprentissage avant d'aller dans le supérieur. Le bac, il faut professionnaliser le bac parce qu'on n'a pas de bac professionnel. Exactement, c'est sur ça que je veux venir. C'est-à-dire qu'il serait, à mon sens, nécessaire d'ouvrir d'autres chapitres sur le système éducatif, notamment sur l'enseignement professionnel. Donc le bac technologique existe, mais le bac professionnel qui est adossé donc à une entreprise, à un métier, à un savoir-faire, et qui va permettre la délivrance d'un diplôme d'État lié au métier. C'est vrai. Certificat d'aptitude professionnelle, ou un bac professionnel, ou un brevet professionnel. On peut faire plusieurs déclinaisons. Les corps d'inspection peuvent travailler sur les référentiels en lien, bien évidemment, avec la Chambre des métiers. C'est vrai qu'on a des caps en électricité, on a des caps en électricité, on a des caps, des diplômes de cap dans pas mal de professions. C'est vrai que la maçonnerie, par exemple. On le voit pas. L'électrotechnique. Oui, c'est de père en fils. Voilà. Ça commence à le numérique maintenant qui nous envahit puisque nos enfants sont tous avec des téléphones. En effet. Et avec les réseaux. Un jour, moi, je rêve de voir un Mali avec des jeunes qui fabriquent des téléphones, quoi. Et pourquoi pas? Vous voyez, par exemple, quand on parle de technique, on a un petit souvenir de ce qu'on fait avec les fils
et on conduit, on fait des petits vélos, on peut faire une voiture, etc. Est-ce que vous avez vu comment le jeune Malien a cette ingéniosité dans les mains, dans les doigts pour fabriquer ça? C'était dans devant la porte, dans la cour de la maison. C'était dans les foires qu'on voyait énormément de choses fabriquées à la main. N'est-ce pas? Effet, oui. Et c'est fait comme ça. On a du talent. On a de la richesse. Et puis surtout, on a des Maliens passionnés par leur pays, par leur avenir, leur devenir. Et au niveau du système éducatif, puisque vous m'interrogez sur les formations professionnalisantes, je pense qu'au niveau des consultations qui ont été données, c'est d'investigation de pans professionnels et techniques, d'ouverture de nouveaux diplômes qui ne sont pas des diplômes de relégation, parce que quand on dit je ne veux aller que faire le bac général parce que le bac professionnel c'est pour les nuls, c'est pas vrai. Le rythme avec lequel le monde est en train d'évoluer, d'avancer, c'est-à-dire il faut aller sur le professionnalisme. Parce qu'à partir du DF, on a des enfants qui sont grands, il faut que tous les élèves puissent vivre de leur métier. Après le DF. Absolument. Et après le DF, justement, on peut décliner des formations. On n'a plus besoin des bureaux. De moins en moins, en tout cas. De moins en moins. Il faut être sur le terrain. Avec le numérique et ChatGPT qui nous guette. On va parler d'un sujet qui vous passionne également. Ce sont les filles. Oh oui, un combat. Oui. Alors, quelles sont les opportunités que le Mali peut offrir aux filles encore plus, bien sûr, selon vous? Alors, de la scolarisation d'abord. Le taux de scolarisation des filles. Non, le taux de scolarisation des filles a progressé. Donc, on peut se féliciter de ce progrès. Mais on est pour l'instant à 47%. On n'a pas encore dépassé la moitié, les 50%. Et donc, on est sur une bonne dynamique là-dessus. Et là, on peut se féliciter de cette évolution, mais il reste encore beaucoup à faire. Ensuite, un pays, une nation qui ne met pas à égalité les droits qu'il donne à des garçons, qu'il donne à des filles, est un pays qui s'ampute, qui se dessert, qui ne prend pas l'entièreté. Dans les codes de la famille, c'est écrit que les filles et les garçons sont égaux. Oui. Entre ce qui est écrit et ce qui est appliqué, c'est peut-être un petit décalage qui conviendrait sans doute de rétablir par les luttes, par les combats des femmes. D'ailleurs, vous en êtes une avec toutes les autres sœurs. Donc pensez-vous que la culture et les traditions ont des impacts sur l'éducation ? La culture et les traditions ont beaucoup d'impact, bien sûr. Le Mali est un pays extrêmement riche en traditions et en culture, je l'ai dit. Dans ces traditions, il y a peut-être une avancée qui doit s'ouvrir à l'ère nouveau du jeune siècle, à l'horizon 2050, moi je dis, qui est de permettre à la jeune fille de réaliser ses rêves et de ne pas forcément être toujours celle qui reste pour aider maman à la cuisine, mais de l'autoriser aussi, je parle sur le territoire, pas que à Bamako, d'aller à l'école, d'aller apprendre et de s'asseoir dans un banc comme le petit garçon. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on autorise de plus en plus les jeunes filles à être scolarisées et pas à les empêcher de la scolarisation en disant c'est une jeune fille, peut-être que c'est pas nécessaire qu'elle aille faire des études. Mais si c'est nécessaire qu'elle fasse des études, c'est même vital qu'elle fasse des études. C'est primordial qu'elle fasse des études. Donc Mali Mousso, Aya Demousso Blagatara le rôle là. C'est l'école qui fera qu'elles arriveront à s'émanciper véritablement. Donc on peut aussi avoir des jeunes filles qui n'ont pas envie d'apprendre, peut-être plus tard. Mais si on les censure pas d'emblée et qu'on les laisse aller à l'école, je pense qu'elles apprendront à aimer cette école. Je pense qu'il y a une avancée, comme vous avez dit, mais il y a encore beaucoup à faire. Toujours. Mais la vie est un combat. Et moi, mon combat, c'est l'école. Quels sont vos projets pour le Mali? Pour l'éducation, pour l'éducation malienne? J'ai beaucoup d'ambition pour l'école malienne. D'abord, à commencer par nous, les mamans, qu'on puisse dire à nos filles qu'on les aime et qu'on croit en elles. Et qu'on puisse dire à nos garçons qu'on les aime et qu'on croit en eux. En effet. Sans faire de distinguo. Est-ce que, dans notre génération, est-ce que nos parents nous disaient qu'ils nous aimaient? Je pense qu'on est un peu trop prude. On est un peu trop... un peu maloya. Pourtant, ils nous aiment. Ils nous adorent. Ils nous aiment, mais ils ne l'expriment pas. Ils nous adorent. Tous les Maliens aiment leurs enfants et tous les Maliens aiment leur Mali.
le Mali. Oui. Donc je connais pas de Malien qui n'est pas patriote. Il y a cette pudeur là, il y a cette amour. Pudeur Oui, il y a une forme de pudeur. Pourtant qu'on avait besoin, non? Alors, c'est nécessaire, mais on est aussi dans une tradition très respectueuse, très prude. Alors, cette tradition respectueuse, est-ce qu'elle empêche de dire à son enfant qu'on l'aime? Je pense pas. Je pense que les parents peuvent le dire. Ils doivent le dire. Maintenant, nous sommes en 2025. Nous sommes sur la chaîne nationale du Mali. Chers parents, dites à vos enfants que vous les aimez. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. D'accord. Moi aussi, je t'aime. On sait que vous les aimez déjà, mais l'exprimer... Le verbaliser. Le verbaliser. Alors, le verbaliser, moi, je pense que ça vient. Je pense, hein. Encore une fois, c'est ma vision. Je pense que les mamans de cette positive. Nouvelle génération, elles sont... c'est ça. Ouais. Déjà, quand on voit les enfants qu'on a à l'école, c'est parce qu'ils ont eu des parents qui les aiment et qui leur ouvrent ce champ des possibles. Donc maintenant, pour revenir à ça, il faut que nos mamans puissent autoriser et même montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent oser y aller. Et donc, si la maman, elle permet cette ouverture-là à la jeune fille, eh bien, elle va s'autoriser. La nation va lui laisser sa place au niveau de la scolarisation, et c'est tout le monde qui gagne. Donc, le rôle premier à jouer, ce sont les mamans qui doivent jouer ce premier rôle. Donner de la confiance et de l'assurance à leur fille. Une mère, c'est tout pour un enfant. Quels sont vos projets pour l'éducation malienne? Nous qui sommes nés au Mali, sur le sol malien, en tout cas moi, on sait très bien quelle est la place de la maman. C'est central. Ouais. On adore nos mamans et on aime les mamans. Et les mamans, c'est tout. Une maman, c'est tout. Et ce sont des reines, puisque vous accueillez les reines d'Afrique. Quelles sont vos ambitions pour l'école malienne? Avez-vous des ambitions pour l'école malienne? J'ai énormément d'ambitions. Ah oui, bien sûr. J'ai une ambition absolument féroce, c'est de mettre en place... Professeur ici en France, comment est-ce que le Mali peut vous avoir? Oui, mais comment est-ce que je peux être utile à mon autre pays, à mon premier pays, mon pays de naissance, qui est le Mali? C'est d'y être utile, parce qu'effectivement, je suis malienne, française, je suis née là-bas, je suis ici, je fais effectivement une partie de ma carrière ici, mais il me tient vraiment à cœur de contribuer à faire en sorte que l'école malienne puisse donner toute sa dimension de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est réelle, qui est profonde et qui est riche, à ses enfants, à sa nation. Concrètement. Concrètement, c'est peut-être un projet qui me tient à cœur d'ouvrir une grande école, majoritairement pour les filles, mais pas que, avec des formations, parce qu'il faut tout, hein, genré, non genré, garçon, fille, il faut tout le monde puisse être scolarisé, mais majoritairement dans une forme de discrimination inversée, je dirais, avec vous l'assumez, hein? Je l'assume pleinement, et des filles dont les conditions sociales sont assez fragiles, avec notamment des inclusions aussi, des élèves en situation de handicap, des filles orphelines, des filles, voilà. Malheureusement, c'est un sujet, c'est dramatique. Oui. Les personnes sourdes, les personnes aveugles, les personnes en situation de handicap, qui ne sont pas... Juste là, on parle des filles. Hein. Oui, qui ne sont pas à négliger, à oublier dans notre système. Ça, c'est très et qui devraient absolument avoir toute leur place au sein d'une école, une structure que je souhaiterais grande, polyvalente, permettant justement l'alphabétisation systématique et fonctionnelle jusqu'à l'obtention de diplômes et de tout type de diplôme. Un diplôme de bac général, un diplôme de bac professionnel, un diplôme d'apprentissage, un diplôme de technicien confirmé qui va du certificat d'aptitude professionnelle au bac professionnel ou au BTS. Vous avez de grandes ambitions, Madame la proviseure, pour l'éducation malienne. Ça veut dire que vous apportez votre pierre à l'édifice, ce qui est noble. Mais ce que vous êtes en train de dire, et c'est énorme. Mais c'est envisageable parce qu'on a tous de l'ambition pour le Mali. Comment vous voyez votre école?
dans votre tête quand on l'imagine? C'est une école, ce sera dans quel quartier, ce sera dans quelle ville, et puis il y aura combien de classes, il y aura combien de profs? En fait, je ferme les yeux et puis j'imagine à votre place. Mais un peu partout, et pas qu'à Bamako, où je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles et du privé, mais une structure beaucoup plus publique, avec une gratuité de la formation offerte aux élèves les plus démunis, avec aussi beaucoup d'aide et d'ambition, parce qu'il en faut pour avancer. Les structurations dont je parlais des élèves en situation fragile ou de handicap, ça me remémore le travail que j'avais fait en étant journaliste en herbe à Djamana, quand j'avais réalisé un mini-sondage sur les enfants guérébous. Qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'ils sont dans la rue en train de mendier et qui font l'apprentissage coranique, ce qui est très bien, mais ensuite comment grandissent-ils pour avoir une formation, comment s'insèrent-ils dans la vie de la société? Tout ça, ce sont des enfants de la République. Tout ça, ce sont des enfants de la nation Mali. Et ces enfants ne devraient pas être oubliés et mis en parallèle de l'école de la République. Donc, ils peuvent absolument réintégrer sous d'autres formations. La structure scolaire, complexe scolaire qui est mon rêve, serait aussi d'avoir des ateliers professionnels avec des salles de classe, comme à l'image de mon établissement scolaire, où on va aller faire un peu de maths, un peu d'histoire et géo, de français, de la philo, mais on va aussi mettre son bleu de travail, parce que c'est absolument noble, mettre la main à la pâte. Et mettre la main à la pâte et travailler et réaliser et se réaliser. Et ces contributions-là vont amener le Mali à se relever, à se structurer par ses élèves, par sa nation, par ses enfants, puisque c'est eux, les futurs citoyens, qui vont apporter les contributions dans les formations acquises. Les ressources au Mali sont riches, elles sont là. Les hommes et les femmes sont là. Il faut juste qu'on... Vous remarquez, chers téléspectateurs de ORTM1, je suis absorbée. Je suis absorbée par ce que Maï Traoré est en train de dire. Je fonds comme une bougie devant vous quand vous parlez de l'éducation malienne et vous êtes tellement passionnée. Alors, Maï Traoré, vous avez beaucoup de valeurs. Vous n'êtes pas seulement une proviseure, vous êtes une visionnaire. C'est ce que je vois. Une combattante, une plume incisive. Parce que vous ne mâchez pas vos mots. Alors, en tant que première proviseure, je reviens noire dans un lycée français. Vous avez écrit 2 livres. Ce que je n'ai pas compris, votre premier livre, le titre, moi je n'ai pas compris. Le titre, ça veut dire « Je suis noire, je ne me plains pas, mais j'aurais pu devenir une femme. J'aurais pu être une femme. » J'aurais pu être une femme, oui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai parcouru le livre, j'ai compris certaines choses, mais le titre, il est... Le titre, il appelle à un échange. Je ne me plains pas. Mais non, je suis pas en train de mais j'aurais pu être une femme. Ouais. Il y a 3 messages dans ce titre. Et d'ailleurs, ce titre, il m'est apparu grâce à Ray Charles, le jazzman Ray Charles que vos auditeurs connaissent. Ray Charles, absolument. Bien sûr. Américain noir qui était aveugle, grand virtuose du piano, jazzman réputé, que tout le monde connaît. En pleine ségrégation en Géorgie, il aurait répondu à un journaliste qui lui demandait Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas difficile de ne pas voir votre public parce qu'il était aveugle et vous avez plein de succès, les gens viennent vous voir, mais vous les voyez pas, donc est-ce que c'est pas trop difficile? Et il aurait répondu, semble-t-il, que non, c'était pas grave d'être aveugle, qu'il y avait pire, il aurait pu être noir. Et lorsqu'il dit ça, en Géorgie, on sait comment les Noirs ont été maltraités juste parce qu'ils sont noirs et que c'est du racisme qui était là avec cette manière de traiter les hommes et les femmes juste parce qu'ils sont de couleur noire que nous sommes. Donc j'ai voulu dénoncer le fait de ma condition. Moi, je suis une femme noire qui vit dans un pays de blanc, en France, et je ne me plains pas parce que je vais avancer avec ma couleur,
avec mes combats, avec mes valeurs, pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, sans me plaindre, mais en allant chercher ce à quoi j'ai droit. Et puis, bien évidemment, je cumule puisque je suis aussi une femme. De ce sujet entre les hommes et les femmes, la marginalisation des femmes, patriarcat, matriarcat, je pense qu'on va rester là jusqu'à demain matin. L'émission arrive à sa fin. Et moi, je n'ai pas fini. J'ai envie de parler encore, j'ai envie de discuter encore, mais l'émission ça arrive à sa fin. Et si vous êtes élu reine de ce mois, 27e numéro, comment allez-vous appeler votre royaume? Ah, le royaume de la sororité. Ça veut dire quoi, sororité? Ça veut dire que nous sommes toutes sœurs et que quand une avance, l'autre la suit, quand une franchit, l'autre l'appuie, et que nous ne sommes pas en concurrence. Donc, aucune. Nous sommes ensemble. Donc, un bel équilibre. Un royaume, solidarité entre les femmes. C'est ça. D'accord. Ah, ça c'est magnifique ça. Quelle sera la monnaie de votre royaume? Pas d'argent. Je déteste la monnaie. Gratuité. Donc dans votre royaume, il n'y aura pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Gratuité. Il faut une monnaie. Non, pas de monnaie. Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est symbolique. Ça sert à quoi? Okay. Ben, l'obalé. On va prendre les perles Peul, là. Les petits trucs. Ah, les lobalés, là. Les lobalés, voilà. Ça, c'est une première dans l'émission Reine d'Afrique. Voilà, les perles. Les lobalés, c'est des jaunes, non? C'est des trucs petits, ouais, jaunes. Qu'on met, les petits, qu'on met sur les coiffures Peul. Oui. Oui. Et donc, on peut acheter tout avec les lobalés dans votre royaume? On va les ramasser et puis on les distribue, on prend. T'en veux deux, je te donne deux. On fait du troc avec? On peut faire du troc, mais je veux pas d'argent. Tu me donnes du lait, je te donne 2 lobalés. Mais vous savez, le monde est fait ainsi. Oui. Depuis le début. Il est fait comme on veut qu'on le fasse aussi. Ben oui. Avant, il n'y avait pas d'argent, mais il y avait les coris. Oui, ben, par exemple. Voilà. Donc, les lobalés, c'est votre monnaie. Exactement. Magnifique. 1 lobalé, 2 lobalés, 5 lobalés. Lobalé kémé. Quel message vous allez donner aux femmes et aux jeunes de votre royaume? Un message de s'autoriser. Autorisez-vous. S'autoriser. Alors, en Bambara, s'autoriser... Au Manrone. Ah, Manon. Il s'est coquet. Avec le respect de l'autre en face. Hein. Attention. Est-ce que non, s'autoriser. Voilà. S'autoriser. Ah, je comprends. Ouais. S'autoriser par là, vous voulez le dire, c'est-à-dire qu'il ose. Ouais. Qu'il ose. D'accord. On est souvent de manière positive, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Téléspectateur de ORTM 1, s'autoriser, ça veut dire que la traduction en bambara, ça veut dire autre chose, mais c'est un message positif pour dire aux jeunes et aux femmes de se motiver, et quand ils se motivent, d'oser et de se mettre en action de ce qui peut les amener plus loin. Oui, d'accord. Ce qui peut leur ouvrir le possible, en même temps ancré dans la réalité. D'accord. Ici, on est à Paris. On est dans des conditions différentes. En effet. Mais quand je dis de s'autoriser, c'est-à-dire que le Malien porte en lui une capacité phénoménale d'amour pour sa patrie, d'amour pour son pays et d'imagination. Ah, oui. Et cette imagination, plus la jeunesse malienne, qui est extrêmement nombreuse. Elle la porte. Elle la porte, mais elle est nombreuse. Et donc cette jeunesse, mais elle est une essence, elle est une électricité, elle est une puissance phénoménale dont on n'a pas idée. Et c'est pour ça que j'invite véritablement les décideurs et tous ceux à ouvrir le champ des possibles sur une école pluridimensionnelle où on va pouvoir offrir toutes les formations dont on a parlé, mais on va aussi permettre que les jeunes filles apprennent d'elles-mêmes à se développer, et pas que dans des situations de cuisine, de broderie, de choses, mais d'ingénierie. De robotique, de mathématiques, de physicienne, des sciences, et de sortir un petit peu ça parce qu'il en existe. Alors pour la première fois dans cette émission Reine d'Afrique, nous faisons des enquêtes autour de nos reines et nous choisissons. C'est l'équipe de Reine d'Afrique qui choisit la personne qui va couronner la reine. Mais pour une première fois,
Madame la proviseure a décidé de changer les principes de l'équipe de Reine d'Afrique. Mais quand on a étudié ce qu'elle a dit, quand on a étudié sa proposition, on a trouvé que c'était logique. Elle a dit non, je veux pas de surprise, je choisis la personne qui va me couronner et c'est symbolique. Vous pouvez dire aux téléspectateurs pourquoi vous avez choisi cette personne. Quelle est la symbolique de ce choix? La symbolique, c'est la transmission, toujours. Le passage de relais. Et en tant que proviseur, je souhaitais que ce soit un étudiant malien, président de l'AMIF, ici à Paris, qui puisse me couronner. Parce que je suis convaincue que c'est par la jeunesse malienne que Mali Koura, Maliba, relèvera tous les défis. Est-ce que vous êtes prête pour le couronnement? Je suis prête. Vous êtes prête? Avec beaucoup d'émotion, je suis prête. Chers téléspectateurs de ORTM 1, à tout de suite pour le couronnement de Maï Traoré. Voilà, chers téléspectateurs de ORTM 1, nous arrivons au couronnement de Madame la proviseure Maï Traoré. Elle va être couronnée par le président de l'AMIF, Monsieur Cheikh Kanté, le président de l'association des étudiants maliens de l'Île-de-France. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau de Reine d'Afrique. Merci Nous beaucoup. sommes très contents de vous recevoir. Merci pour Surtout à la demande de Madame la proviseure. Absolument. Vous allez maintenant couronner Madame la proviseure. Vous savez comment on fait? Effectivement. Alors, vous prenez la couronne. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à Madame la proviseure? Bonjour Madame Tita, bonjour Madame la proviseure. C'est Bonjour, Monsieur le Président. une immense fierté pour moi de procéder au couronnement de cette grande dame, la proviseure, l'écrivaine, la tante de tous les étudiants maliens en Île-de-France. Et soyez couronnée, Madame la proviseure. Oh, magnifique, 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 magnifique. Je vais vous aider. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Oh, quelle jolie couronne. Magnifique. Alors, il y a le sceptre. Oui. Quel message qui vient du fond de votre cœur. Comme je disais tantôt, c'est une immense fierté pour moi de procéder à ce couronnement. Merci beaucoup, Madame la proviseure, pour tout ce que vous faites pour les étudiants maliens en Île-de-France, pour moi en tant que président. Vos combats, votre engagement à côté des étudiants maliens en Île-de-France en particulier, mais la diaspora malienne en général, est à saluer. À travers ces spectres, que votre règne, votre leadership soit un phare d'espoir et guide les pas de la nouvelle génération. Waouh! Waouh. Oh, quel message! Merci beaucoup. Oh mon Dieu, quel message! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelle émotion! Quelle émotion. Je suis très touchée. Oui. Et je reçois ce spectre avec beaucoup d'émotion, de fierté. Et la transmission entre votre génération et la nôtre Je vois que est assez faite. vos yeux brillent, Madame la proviseure. Oui. C'est normal. L'espoir est là. Oui. Donc merci beaucoup. Vous avez bien choisi. Vous avez bien choisi. Oui, personne qui vous couronne. j'ai bien choisi. Je pense que le meilleur choix est toujours porté sur la jeunesse. Et je porte avec conviction que la jeunesse malienne et les étudiants maliens eh bien, construiront le Mali Koura. Chers téléspectateurs de ORTM 1, vous voyez, nous sommes tous envahis par l'émotion. Je voulais lui faire lâcher une larme. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Vos yeux brillent? Mes yeux brillent et l'émotion est là et je suis très heureuse que, vous voyez, là, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie que nos mains Se
Voilà, et qu'on porte ensemble l'espoir, voilà, l'espoir pour l'éducation malienne. C'est magnifique, c'est très symbolique. Ensemble, très symbolique. Merci à Monsieur ancienne Kanté. et nouvelle génération. Merci Monsieur le Président de l'AMI. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de ORTM, c'est la fin de cette édition, 27e numéro de l'émission Reine d'Afrique. Notre reine, c'était Madame la proviseure Maï Traoré du lycée français, le lycée Lucas Denehou. Lucas Denehou. Alors, je remercie du fond du cœur mon réalisateur Mamadou Sow, le promoteur de la chaîne Soninké, Amro. Merci à ma maquilleuse Awa Makeup. Merci à tous mes collaborateurs. Merci à l'ambassade du Mali pour nous donner cet endroit pour faire cette émission. Merci à Bokola Dia Création avec mon frère Doula Ndiaye. Merci à vous et retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, on est partout avec les mamans et les filles, toujours au top. Alors, l'émission Reine d'Afrique pour les femmes par les femmes et avec les femmes. À la prochaine. Nous sommes des reines et nous régnons sur nos royaumes. Ciao. Au revoir. À Cambé. À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines. Maman Africa, reine d'Afrique.